Bonjour les toqués du Tic Tac. Aujourd'hui, c'est une émission qui va vous plaire et c'est surtout une émission qui va me plaire. Parce que je vais pas faire grand-chose. Parce que quand on a l'expert mondial, international, interplanétaire des montres de James Bond, bon, moi je sais 2-3 trucs, mais alors lui, il en sait 2-3 000. Je vous présente Frédéric Liévin. Bonjour, c'est juste le mec qui a écrit le livre sur les montres de James Bond. On le surnomme 008. C'est vous dire à quel point le mec est pointu et calibré, comme on dit dans l'horlogerie. Alors Frédéric, d'abord, bon, les montres de James Bond, c'est ta passion depuis toujours. On a même collaboré ensemble, on a fait des articles ensemble il y a des 10 ans, 20 ans dans la presse sur ce thème-là. Absolument. Bon, moi, je considère que tu es l'expert de renommée, il n'y a même plus de doute là-dessus. En plus, j'ai vu qu'il y avait les montres au cinéma, là, qui est un livre aussi que tu as écrit. Ouais, le dernier livre. De bonnes idées cadeaux pour Noël, hein, les montres de James Bond, les montres au cinéma, Frédéric Liévin, super. Elles sont sur Amazon, non, tes bouquins? Absolument. On laissera le lien sur Amazon, comme ça, vous n'aurez pas besoin de les chercher. Vous pourrez vous les acheter. Ceux qui veulent des dédicaces peuvent leur en faire. Ah, avec des dédicaces possibles, donc pour la communauté de Franck Sensé. Merci, voilà. Merci Frédéric. Alors, je suis un peu embêté, parce que là, on a plein de montres. D'abord, déjà, je pensais sincèrement que c'était très Rolex, très, on va dire, Omega, un petit peu Seiko au milieu, et puis toi, tu m'as dit, mais non, pas du tout, Seiko vachement, Rolex, puis même du Breitling, et même d'autres montres. Donc, tu vas nous expliquer tout ça avec plein d'anecdotes. Ouais. On va pas vous faire l'émission James Bond, comme vous l'avez, 15 fois sur YouTube. C'est-à-dire, on va pas vous dire, ah bah, regardez cette montre-là, c'est la montre du film, machin. Oui, on va vous le dire. Mais surtout, Frédéric, si je l'ai invité, c'est parce qu'il est plein d'anecdotes. Alors bon, on a un truc qui nous embête, c'est que là, j'avais prévu d'avoir 2 Rolex exceptionnels, et puis qui devaient arriver directement on va dire, allez, l'empereur des ventes aux enchères. Et on est sauvés. Romain, viens, on est en train de tourner. Viens, tu interromps. Voilà. Bonjour, formidable. Alors là, je peux vous dire qu'elles arrivent directement, soit de Suisse, soit des boutiques Romarea de Paris. Tu nous as apporté les James Bond. Un peu James Bond pour que tu aies un peu... Voilà, tu vois, moi, tu vas pouvoir... Ah, mais tu m'avais dit 2, il y en a 3. Et il y a toujours une troisième, en fait, c'est la moi, surprise. je le soupçonne d'être notre Q français. Oh, c'est possible. Parce que ces montres, à mon avis, ces garde-temps recèlent quelque chose de très Alors James Bond là, au-delà de la montre. c'est plus Alors, c'est plus une Romarea émission. Q. Je vous ai apporté celle de 1957, celle de 1959 et une autre de début des années 60. Comme ça, vous pouvez discuter de tous les modèles. Formidable. Grosse couronne, petite couronne, parce qu'après, on a donné le nom de James Bond après à beaucoup de modèles. Ouais. Donc là, au moins, vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir... Et ça, c'est des montres qui sont régulièrement dans tes boutiques. Elles bien rentrent, sûr, ouais. elles sortent tout de suite. Et hein. dans nos ventes aux enchères. Donc, Oui, elles restent pas Elles sont longtemps. même sorties avant même d'être rentrées. dedans. Je vous indique la technique avec lui. Ouais. Vous dites, je veux une montre Rolex James Bond de telle année. Vous l'appelez, il note, et le jour où ça rentre, hop, il vous appelle. Parce que si vous passez devant la boutique, vous ne les verrez jamais en vitrine. Hein. Elles rentrent dans la boutique, hop, elles ressortent aussitôt. Hein. Il faut nous les demander, tu as tout à fait raison. Dès que vous avez une envie d'une montre vintage, c'est pas mal de laisser une alerte dans les boutiques de Romain. Ou alors, parce que parfois, elles vont passer aux enchères chez toi, Ouais. et tu vas prévenir la personne qu'elle passe aux enchères. Exactement. Je vous signale, c'est quand même le président d'Antiquorum, qui est l'une des plus grandes, pour moi, c'est la plus grande. L'une des plus grandes, la plus ancienne maison de vente aux enchères horlogères. Ouais, c'est la première spécialisée en horlogerie depuis 1974. Voilà. On était tout jeune. Et puis, Thomas nous mettra la petite fiche. J'ai fait une émission avec Romain. On a fait une émission sur les montres vintage, avec plein de conseils. C'était une des toutes premières émissions. C'est vrai, c'était une toute T'as première. pratiquement inauguré Tu la as bien chaîne. grandi depuis. Hein. Bon, c'est sympa. Bon, écoutez, alors on attaque le James Bond. Romain, Ouais, merci. on attaque. Bonne émission. On les garde pour Et Je vais l'émission. me régaler de regarder cette Merci, émission. parce Romain. que moi aussi, je suis passionné. Je viens de Bourg, hein. Notre Q C'est notre national Q de l'horlogerie. qui nous fournit quand même des montres avec, à mon avis, un certain nombre de gadgets. Vous allez voir, il y a tout ce qu'il faut. Merci, Tout ce qu'il faut. Romain, Bonne c'est émission, sympa. à bientôt, les Merci, amis. à bientôt. Ciao. On est au top. On a même des Swatch 007. Hein. Donc, c'est vous dire à quel point la montre de Q, bah voilà, tiens, Romain, il aurait pu la prendre, il aurait pu la porter. Voilà, Donc, ouais. c'est vous dire. Exceptionnel, ouais. On a un beau plateau et maintenant, je laisse la parole et je promets que je vais essayer de l'interrompre le moins possible. Il faut m'interrompre. Mais moi, tu sais, J'ai besoin toujours d'être modéré, un modérateur. L'enthousiasme, etc. Et maintenant, tu vas nous parler, mais qu'est-ce que c'est que cette folie de James Bond? Mais Ian Fleming, vas-y, raconte, quoi. Tu veux juste te dire comment j'ai commencé en 2 Ouais, secondes? vas-y, c'est toi qui dirige donc, l'émission. je vais avoir 57 ans. En 1900, fin 73, début 74, quand sort Vivre et laisser mourir, mes parents qui adoraient James Bond me disent, faut absolument que tu ailles voir un James Bond. Donc, je vais voir Vivre et laisser mourir. Je découvre un Roger Moore, donc je découvre que pour être un bel homme, réussir, il faut avoir 45-46 ans. Les femmes sont superbes. Et comme j'étais déjà un toqué des tic-tac gamin avant, ma grand-mère m'avait acheté une montre Mickey dans le Mistral qui allait très vite sur la Côte d'Azur avec ma robe de chambre. Je vois cette Rolex Submariner 5513 extraordinaire qui a un magnétisme incroyable qui lui sauve la vie parce qu'il y a une scie circulaire autour. Donc tout se mélange, le luxe, les jolies femmes, l'action, la maturité et la
présence incroyable de ces montres. Il y avait aussi la Milton, c'est-à-dire en fait la Pulsar des astronautes avec les diodes rouges au début dans le film. C'était une révolution. Et cette montre Submariner bourrée de gadgets que Moneypenny lui amène chez lui, ce qui est très rare chez lui. Et là, voilà, ma passion a commencé et j'ai eu le virus du cinéma, le virus de James Bond et le virus des montres. Et le virus des montres et James Bond, qui sont des choses différentes mais qui s'assemblent, comme les rouages d'une montre. Ça, c'est pour la partie comment j'étais connecté. Donc, j'ai pas de mérite parce que ça fait, je suis comme Astérix, j'ai été plongé dedans à la naissance. Et donc, voilà, enfin, à 9 ans. Bon, bravo. Eh ben, écoutez, je crois qu'on a la bonne personne pour faire l'émission sur les montres de James Bond avec le plus d'anecdotes possibles et imaginables. Ça commence comment, donc, l'histoire de James Bond avec ses montres? Alors, en fait, déjà, c'est quand même très important d'un point de vue de la symbolique de préciser que Ian Fleming, qui est à l'origine de tout, Ian Fleming a écrit les romans à partir de 52-53 dans sa maison en Jamaïque de GoldenEye, qui s'appelait GoldenEye, le nom d'une ancienne mission qu'il avait eue. Il avait été espion pendant la guerre et l'espion qu'il était déjà pendant la Seconde Guerre mondiale. Les montres, c'était très important. Ça devait être fonctionnel, utile, précis, avant d'être statutaire. C'est devenu statutaire socialement plus tard. Donc la Rolex, notamment la Rolex, comme les Omega aussi choisis par la marine britannique, avait un cahier des charges qui était très précis. Donc robustesse, étanchéité, fiabilité, précision, pour pouvoir certains agents secrets d'ailleurs se caler sur la même heure et faire des commandos qui soient, je dirais, avec un bon timing. Super timing. Voilà, super timé. Donc Ian Fleming était dans cet esprit-là. Faut pas oublier qu'il a été espion et que la moitié de la vie de James Bond, il l'a vécu pour de vrai dans les années 30, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand il est rentré comme espion grâce à Churchill. Et qu'est-ce que cet espion russe dont on dit qu'il se serait inspiré, c'était un de ses copains? Alors, en fait, il s'est inspiré de 6 autres espions qui étaient des espions. Et le fameux auquel tu fais allusion, c'est Popov, qui était un espion d'origine serbe et qui vivait d'une manière très luxueuse à la Roger Moore, qui adorait les montres, qui adorait les voitures de luxe. Il faut savoir que Fleming et Popov ont été impliqués, auraient pu, si on les avait écoutés, on aurait évité Hiroshima au Japon, la bombe nucléaire. Pourquoi? Parce qu'ils auraient évité Pearl Harbor. Pourquoi? Parce que Popov était un agent triple qui faisait croire qu'il bossait pour les nazis. Donc c'était un espion nazi, mais en fait, c'était pas un espion nazi. Il bossait pour les Anglais, et donc il a collaboré et travaillé avec Fleming. Fleming ayant déjà la vie de James Bond, de par son statut social, sa folie personnelle, son éclectisme et son côté homme d'action, fréquentait cet homme. Et à un moment donné, ils sont allés voir, je crois que c'était Hoover, qui avait un rôle important, parce que avec les espions allemands, Popov savait que les Japonais préparaient quelque chose de terrible dans le Pacifique. Fleming et Popov, mais ils étaient eux extravagants, c'était des agents, sont allés voir les hauts dignitaires politiques américains et compte tenu de leur côté dandy, luxueux, Ils n'ont pas été pris au sérieux. ils n'ont pas été pris au sérieux. Si on les avait pris au sérieux, ils leur ont donné les infos, il n'y aurait pas eu Pearl Harbor. C'est dire l'importance et la réalité de James Bond et du temps. Toujours les montres, et c'était là pour baliser, si tu veux, cette notion importante Du timing. du timing et de la fonction de la tool watch aussi. On n'est pas encore dans le statutaire, même si on savait déjà que ces marques étaient assez prestigieuses. Je pense que c'est vraiment la base de tout au niveau des montres. D'un point de vue géopolitique, et de dire aussi, quand même, je le précise, puisqu'on peut un peu parler d'espions par rapport à ces montres, quand on dit, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais en fait vrai, oui, qu'est-ce que c'est que ça, James Bond, tout le monde connaît son nom, il arrive élégant, etc. Souvent, non, il donne son nom, mais on ne sait pas qu'il est du MI6. On pense souvent qu'il est de Universal Export. Et quand on voit, là, en général, les vrais espions, on les repérait parce qu'ils étaient totalement ordinaires, ils ressemblaient à rien. Quand on voit un homme comme Sean Connery ou Roger Moore ou Pierce Brosnan, qui sont d'une élégance incroyable, justement, c'est un leurre. On s'est dire qu'en fait, on peut se dire, ces gens-là, ils sont en Bentley, ils roulent en Aston, ils peuvent pas être espions. Je vous présente Liévin, Frédéric Liévin. Et maintenant qu'il a planté le décor, vous voyez, ce mec est intarissable, je vous l'avais dit. Intarissable. Enfin, c'est le sujet. Je pense que c'est le seul que vous allez vouloir que je coupe de temps en temps. Tellement il a des 1000 anecdotes. Censurez-moi. Alors on commence par le premier film. Alors, avant de commencer par le premier film, je ferai le pré-film. C'est-à-dire que Ian Fleming, pour qui, en tant que lui, espion et grand reporter, la montre est très importante pour toutes les raisons qu'on a évoquées, et un peu aussi statutaire, parce que c'était un grand snob qui venait d'une grande famille de banquiers écossais et anglais. Il lui fallait de la qualité, mais aussi des belles choses. Donc il aimait plusieurs marques, mais notamment, il avait compris que la Rolex était la montre la plus fonctionnelle et la plus militaire. Donc sa montre originelle, moi je dis toujours la montre originelle de James Bond, aurait pu être, devrait être, ou pourrait être, ou est tout simplement l'Explorer 1, la 10-16, la première, la toute simple, que Fleming portait de 1960 à sa mort, et notamment pendant le tournage de Dr. No en Jamaïque, où il est, puisqu'il est dans sa maison de GoldenEye. Alors que l'Explorer 1, 36 mm dans ces époques-là, elle est passée beaucoup plus tard en 39, et maintenant, aujourd'hui, Rolex l'a ressorti en 36 mm pour des raisons, je dirais, de nostalgie, qui ne regardent que. Oui, puis il y a des gens qui veulent avoir des montres un peu plus petites en ce moment, c'est une tendance. Tendance, on revient à des montres plus normales. Oui, puis
puis on dégenre les montres. Il n'y a plus la montre homme, il n'y a plus la montre femme. Donc il y a des diamètres qui vont aussi bien à l'homme qu'à la femme. C'est pour ça. Ok, alors maintenant pour revenir, si tu veux bien, au premier film, c'est Dr No en 62. Sean Connery porte effectivement la Rolex 6538, c'est-à-dire celle-ci. Je précise avec la Big Crown, parce que la Big Crown, fallait qu'elle soit, qu'on puisse l'attraper facilement pour un militaire. C'est beaucoup plus facile à manipuler qu'une petite Crown. Même avec des gants. Même avec des gants. Et la lunette tournante qui était sur celle de Bond, la seule différence c'est qu'elle n'avait pas cette graduation de midi à 15, de 12 à 15. C'est celle-là, c'est parfait. Donc là, on a le NATO qui a été rajouté, qui est quasiment le même que le bracelet tissu qui sera porté à partir de Goldfinger et pas avant. Donc, cette 65-38, il faut préciser une chose, c'est que il n'y avait pas à l'époque, au niveau marketing, l'histoire du placement produit. C'est-à-dire qu'une marque comme Rolex n'allait pas payer sa présence dans le film. C'était presque l'inverse. C'est-à-dire que la prod, qui démarrait, avait besoin de cette montre et était plutôt, je dirais, inféodée aux besoins que l'inverse. On n'y pensait pas, c'était comme ça, c'était le début. Donc ils achetaient carrément la montre. Ils achetaient carrément la montre. Tout à fait, ils achetaient la montre. Et après, dans les années, bon, si d'aventure on leur prêtait, qu'on en donnait une, c'était le bout du monde. Mais on n'imaginait même pas que c'était possible, ces choses-là. Et l'anecdote du producteur qui aurait passé sa montre. Tout à fait. C'est Alors Broccoli, en fait, il fallait une Rolex. Ça aurait pu être celle de Fleming, ou trouver une Explorer 1 1016. Albert Broccoli avait une Submariner, c'était celle-ci. Et bon, bah, c'était plus pratique, il l'a mise au poignet de Sean Connery. Mais à l'époque, il faut savoir que Dr No, ils ont eu beaucoup de mal pour trouver les finances, et que ça restait un film, une production en termes de coût moyen. C'était pas une grosse production. Il s'avère que le film, après, a eu un succès planétaire fulgurant, comme la Beatlesmania, et que... et James Bond a été connu dans le monde entier. Dans le monde entier, voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours une petite erreur qu'on fait. La première montre qu'a portée Sean Connery, James Bond, n'est pas la 65-38. Quand la fameuse scène d'ouverture, qui est la scène mythique, tous les James Bond, c'est la scène du casino à Mayfair, chez les ambassadeurs, et Sean Connery porte une Gruen précision. Parce qu'à l'époque, on est quand même dans la tradition. C'est-à-dire que quand on est en smoking et qu'on va à une soirée à Londres, on ne porte pas une tool watch de plongée. On porte une montre de ville, élégante, normale. Donc, elle est en or jaune. Elle a une petite seconde. Elle fait dans les 38 mm, pas plus, avec un bracelet en cuir noir. Et ça, c'est important parce que, voilà, on a pu le découvrir grâce, après, au DVD Blu-ray, en faisant des arrêts sur image, en faisant des recherches. Ce qui est marrant, c'est que la première fois que Sean Connery, Bond, regarde l'heure dans un James Bond, c'est Dr No. C'est lorsqu'il enlace chez lui Sylvia Trench, qui est la première James Bond girl. Ce n'est pas Ursula Andress qui arrive à la deuxième partie du film en Jamaïque. Et au moment où il commence à l'enlacer, en fait, de manière assez dédaigneuse, il regarde l'heure, et c'est sur la Gruen qu'il regarde l'heure, parce qu'il a son avion pour la Jamaïque. Et donc, il porte aussi dans ce film, après, la fameuse sub. Alors, il porte tout de suite la Submariner. Effectivement, il a la Submariner 65-38, et puisque le sujet de Dr No, c'est quand même le nucléaire, le problème nucléaire, etc., il y avait des problèmes avec les missiles, politique, tout est lié à la réalité, Cuba, etc., les États-Unis. Il fallait détecter la radioactivité. Et il avait un compteur Geiger énorme que Quarel Junior lui apporte pour pouvoir détecter de la radioactivité. Et donc, du coup, il enlève sa Rolex 65-38 Submariner. On lui passe une espèce d'objet radioactif. d'objet radioactif pour détecter la radioactivité du tritium, si je me trompe. C'était ça, le tritium, qui était à l'époque, qui a été évolué parce été interdit après sur les montres. À cause de radio. Et donc, c'était pour le détecter. Donc, il enlève sa montre, il la donne négligemment à Quarel, puis après, il la récupère. Voilà, on est dans la tool watch. On est vraiment dans la montre utilitaire. Et il la porte très bien dans le film, puisqu'on ne voit qu'elle. Et à l'époque, il la porte sur un bracelet qu'on dit tropical. Espèce de bracelet de mélange de cuir et de caoutchouc qui résiste à l'eau, tant à la mode aujourd'hui, avec les petits trous, etc. Voilà. Sur Dr No, c'est à peu près ce qu'on peut dire. La montre n'a pas de gadget particulier, c'est-à-dire que, voilà, elle recèle pas de choses miraculeuses, mais elle lui donne l'heure, elle va dans l'eau, enfin, elle l'aide, elle est indispensable. Et ensuite, dans quel film Alors, est-ce qu'il y a des montres dans tous les films? Dans tous les films. Enfin, non, il y a des films où il n'y a pas de montre, mais il y en a quand même, donc c'est important de souligner un petit détail. Il n'y a pas de montre, mais il y en a quand même. Alors, pour essayer de résumer, après, il y a Bon baiser de Russie. Dans Bon baiser de Russie, il porte à nouveau cette montre, mais cette fois, toujours sur le même type de bracelet. Il y a beaucoup de gros plans sur la montre. Il faut quand même préciser qu'il y a une montre qui manque de le tuer. C'est qu'il y a un combat dans le train avec Grant, qui est un vrai méchant qui travaille pour le Spectre et le Smersh,
contre-espionnage, en fin de compte, qui est un ancien fou furieux évadé des prisons, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à Daniel Craig. Et le combat dans le train, le Russe, lui, a une grosse montre avec un câble qui se déroule et il tue Bond. Comme dans la séance pré-générique où il y a un faux James Bond qui se fait réellement tuer pour un entraînement. Donc c'est là où, encore une fois, une montre peut tuer Bond. Donc il porte celle-ci dans Bombay Z. Petite anecdote dans Bombay Z Russie, il se trouve à un moment donné à l'ambassade de Russie à Istanbul et avant une explosion, et il vérifie l'heure sur la pendule russe et il voit sur sa Rolex l'heure, il y a une différence et il dit au responsable, il dit, vous êtes sûr que votre pendule est à l'heure? Il dit, montre le russe, fonctionnait toujours. Et à un moment, il y a l'explosion et c'est pas la même heure que la Rolex qui, elle, est à l'heure. C'est à peu près ça. Après, il y a le troisième Bond, c'est Goldfinger. Donc c'est là que la formule magique arrive, il y a tout dans ce James Bond, la Bond mania, elle est là, connerie à la légitimité. Et il porte toujours sa 65-38, avec cette fois-ci ce qu'on appelle avec un peu d'abus, le NATO, mais à l'époque, c'était pas le NATO, puisque c'était un seul morceau de tissu pour éviter de perdre la montre, mais il n'y avait pas tout ce retour de tissu qui a fait le cahier des charges du NATO dans les années 70. Je rappelle que le NATO, ça veut dire OTAN en anglais, ce sont les initiales de l'OTAN en anglais, donc un bracelet militaire qui a été demandé pour les forces de l'OTAN. Voilà, dans Goldfinger, il reporte aussi, contre toute attente, sa Gruen. Et sa Gruen précision, en fait, en situation d'action, notamment quand il est dans la base de Fort Knox, qu'il envoie chapeau sur Old Job pour se battre avec lui, on voit très bien la Gruen ressortir, et à d'autres occasions aussi dans le film. Petite anecdote importante, Pussy Galore, qui est quand même la première femme de caractère qui s'impose comme une femme et ayant pris du pouvoir, elle porte une GMT Master lunette bakélite, la toute première, sans épaulement protecteur de la couronne, avec sa belle lunette bakélite, on la voit beaucoup, elle la porte tout le temps, qui était une 39 mm en fait. Donc déjà, on voit la femme qui porte une montre d'homme et pas n'importe laquelle, et comme elle est pilote de toute une escadrille, il lui faut finalement le GMT, elle est supposée beaucoup voyager. Donc le GMT, c'était pour les pilotes. C'est elle qui envoie le gaz pour endormir tout le monde. Absolument, avec son équipe. Donc ça c'est Goldfinger. Après, il y a Opération Tonnerre. Donc à partir d'Opération Tonnerre, là les choses se corsent un peu plus, puisqu'il a toujours la 65-38 avec le même bracelet NATO. Je précise que le bracelet NATO fait l'entrecorne est de 20 mm et le bracelet, enfin pas le NATO, le bracelet tissu, lui ont mis un bracelet de 16 mm. Alors les plus grands puristes aujourd'hui qui reconstituent ça mettent un 16 mm. Absolument, il faut ça. C'est les grands malades, ils ont raison. Les toqués de ces tic-tac vraiment virent. Ce sont des ayatollahs du sujet. Ils sont comme des fous et je les comprends. Et donc ce qui se passe dans Opération Tonnerre, par contre, c'est que le Domino qui est le pauvre pilote, le commandant Nerval, qui était le frère de Domino, est tué, en fait, parce qu'il a été utilisé par le Spectre. Il porte, lui, une Breitling Navitimer de l'époque, très très belle. Et cette Breitling Navitimer, elle fait l'objet de Bond là entre les mains, parce qu'à un moment donné, Bond remet à Domino, dont il tombe un peu amoureux, enfin amoureux entre guillemets, je suis une connerie, c'est pas Lazar Bill ou Craig, mais il lui remet les effets personnels de son frère décédé. Donc il lui annonce. Et là, on voit ce passage de cette. Il y a des Breitling aussi dans ce James Bond-là. Oui, il y a une Breitling. Absolument. Il y a cette Breitling qui redonne à Domino parce qu'elle appartenait à son frère. Donc elle est la vraie traditionnelle, la Navitimer qu'on aime vraiment des années. Celle-là est des années 50, hein. De toute façon, c'est à peu près certain, parce qu'on est en 65. Et puis surtout, Breitling, à ce moment-là, a fabriqué un modèle unique. C'est-à-dire qu'ils avaient un modèle qu'on appelait la Top Time, qui était un modèle de série, mais la production Eon a voulu qu'il y ait un modèle unique transformé, c'est-à-dire qu'avec un boîtier très gros, complètement différent, un peu dans un esprit tortue, mais avec un bracelet très, très fin, qu'il faut probablement 18, sachant que la montre est très grosse, mais la montre abrite le calibre et le cadran de la Top Time en série. Et ce qui est incroyable, enfin ce qui est à peu près au niveau des droits, c'est que c'est une création Eon d'une Breitling, Eon Production. Ce qui veut dire que Breitling ne peut pas rééditer et ne peut pas en parler. Parce que l'image de cette Breitling, les droits à l'image et à la création n'appartiennent pas à Breitling, mais à la production. Ah, c'est marrant, ça. Et c'est une montre qui lui sert parce que cette montre détecte, c'est finalement un compteur GGR, et c'est comme les missiles nucléaires de l'OTAN dans Opération Tonnerre ont été volés par le Spectre qui demande une rançon énorme. Bond, aux Bahamas, doit s'en rapprocher. En s'en rapprochant, la meilleure façon, c'est avec sa Top Time Breitling énorme, et qui est assez exceptionnelle en design. Il détecte la radioactivité ambiante. Voilà, pour pouvoir se rapprocher le plus près possible du lieu où sont les missiles, pour pouvoir les récupérer. Autre anecdote dans Opération Tonnerre, chose que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça, c'est qu'il y a une deuxième Rolex. Personne ne le sait. En fait, pourquoi ? Il y a une scène
où Bond va en reconnaissance de la résidence qu'on appelait Palmyra de Largo, le numéro 2 de Spectre, et donc il va en reconnaissance en hélicoptère, Sean Connery. Et à un moment donné, pour pouvoir, on ne sait pas ce qui s'est passé, moi j'en sais rien, mais j'ai constaté, il n'a pas sa 65-38, il a juste pour 3-4 plans à peine, une Oyster Date, c'est-à-dire une 37 mm. Avec la loupe? Avec la loupe, une Oyster Date, bracelet jubilé, toute simple, fond acier. Pour pouvoir donner l'impression qu'ils ont tourné d'un côté puis de l'autre, alors qu'en fait ils ont tourné que d'un côté, ils ont inversé la pellicule, ce qui veut dire que quand on observe bien à un moment donné, Sean Connery a la raie de l'autre côté, les boutons de chemise sont côté féminin. Et la montre change de poignet. Et oui, non mais la montre change de poignet, mais quand on a une montre qu'on change de poignet à droite, on a le remontoir à droite, mais lui on voit que le remontoir est à gauche, alors qu'en fait la montre, elle est au poignet droit. C'est pas une montre de gaucher. Donc en fait, il y a un truc incroyable, c'est un loupé technique, mais qui a un charme fou aujourd'hui. C'est-à-dire c'est pur, c'est innocent. Je pense que les toqués du tic-tac ne regarderont plus jamais un James Bond avec les mêmes yeux, avec toutes les anecdotes que tu racontes. Oui, alors je précise quand même, à la décharge des réalisateurs à l'époque, c'est parce qu'à l'époque, contrairement à maintenant avec Craig depuis 15 ans, 16 ans, ils tournaient à une vitesse incroyable. On était à un James Bond par an. Après, avec Moore, on a été à un James Bond tous les 2 ans. Puis après, on est passé avec, en moyenne avec Brosnan à presque tous les 3 ans. Et maintenant, avec Craig, on est tous les 4 ans. Donc ça laisse du temps pour préparer un tas de trucs. Voilà, c'était des films fantastiques, mais qui étaient faits à la va-vite, très vite, etc., très intense. Donc au niveau des montres, on en était là. Après, à partir de On ne vit que 2 fois, on est en 1967. Sean Connery vraiment était lassé du rôle, mais il le fait très bien, c'est le James Bond qui se passe au Japon. Donc en fait là, il ne porte plus de Rolex, c'est terminé. La plupart du temps, il ne porte pas de montre, on ne le voit jamais, il n'a pas de montre. Sauf une fois, quand il arrive dans le bureau de Tanaka, qui est le chef des services secrets japonais, il passe par une espèce de trappe, puis il glisse, puis il arrive sur une espèce de magnifique chaise ultra moderne du design de 1967, et là, on voit clairement qu'il a la Gruenne. Récidive, il y a Roland Gruenne qui revient. au bout du 5e James Bond. Donc il y avait vraiment un côté monde de ville. Quand je précise, dans Goldfinger aussi, je reviens un peu en arrière, il a la Gruenne. Quand il fait la poursuite en Aston Martin en Suisse, il a la Gruenne. Et cette fameuse photo mythique où Sean Connery est sorti de l'Aston Martin dans les montagnes, et il y a la Rolls de Goldfinger plus bas, il a fait des poses légèrement comme ça, c'est la Gruenne qu'il a au poignet. Donc dans On ne vit que 2 fois, on ne voit que la Gruenne, il n'est pas question de montre, il n'y a pas de gadget de montre. Après, Sean Connery, à la plus grande déception, je veux dire, du public, s'en va, il en a marre, on est fin 67, et c'est très dur parce qu'il faut le remplacer. Et je peux vous assurer qu'être le premier remplaçant de Sean Connery, c'est une autre affaire que de remplacer d'autres acteurs quand on s'appelle Dalton, Brosnan ou Craig, parce qu'en réalité, il y a l'habitude d'avoir changé. Sean Connery était un mythe, une légende, c'était le premier, on est dans des années qui sont marquées au fer rouge, et c'était très dur pour Georges Lazenby, moi à qui je rends un très grand hommage. Oui, alors je vais t'en faire une, elle est pour moi. Lazenby, c'est un des meilleurs Bonds, de ceux que tu préfères, moi pas, et c'est certainement une connerie. Elle est pour moi celle-là. Voilà. Alors sur Lazenby, quelle montre il a, Lazenby? Alors Lazenby, pour la légende, dit, et je pense que c'est vrai, il voulait tellement ressembler à Sean Connery et tellement avoir le rôle, puisque c'est lui qui a fait la démarche tout seul. Il avait de l'argent parce qu'il avait fait que du mannequinat, il avait pas mal d'argent, il a acheté sa 55-13 parce qu'il avait les caractéristiques de Connery, la coiffure, le même barbier, le même coiffeur, et il a acheté la 55-13. Il est venu au casting avec la 55-13, la Submariner Rolex 55-13, du moment, qui était vraiment la... Toujours avec les index peints. Les index peints, c'est-à-dire c'est celle-ci. Donc on a le verre plexi bombé qui est magnifique, on a des index peints, je précise bien non cerclés, un bracelet rifté extraordinaire, d'une souplesse, d'un confort incroyable et d'une beauté, avec le petit fermoir et puis la couronne, celui qui est plutôt vraiment qui ressemble à une coquillage. Un coquillage fait pour être sous l'eau. Ça, c'est la quintessence absolue de la Submariner. Donc Lazenby, il a ça très fièrement. A priori, c'était la sienne pendant le tournage et il en était très fier. Dans ce film, il y a une autre montre qui est incroyable, qui est la Predaytona, le fameux chronomètre Predaytona, assez petit, je crois qui fait 38 mm, dont Lazenby se sert avec des gros plans sur cette montre. La scène du téléphérique. Romain nous a précisé tout à l'heure que c'est une montre qui cotait entre 500 000 et 1 million d'euros. Hein. Tout à fait, maintenant. L'original du film. Hein. L'original du film, oui, c'est fou. Même un peu plus, hein, je crois. On dépasse. Fou, hein. C'est absolument dingue. Et donc, ce film est devenu mythique aujourd'hui parce qu'il est de grande qualité. Il faut savoir que pour ceux qui n'ont pas encore vu No Time to Die, que Au service secret de Sa Majesté est lié à No Time to Die. Le dernier. Voilà. Dont on ne vous dira pas la fin parce qu'on ne vous spoilera pas. Voilà. Souvent, c'est les mêmes musiques, etc. C'est les mêmes remarques. C'est la même phrase qui revient, qui est une phrase philosophique. We have all the time in the world. On peut le dire d'ailleurs, le temps
les montres, qu'est-ce qui nous reste à vivre? Puis dans le titre, il y a No Time to Die, donc il y a le temps. Toujours la notion du temps, et il faut savoir que ces montres, c'est pas si drôle que ça aussi, c'est que c'est ce qui balise le temps que l'on vit, et qu'est-ce que l'on en fait, et comment on le vit, et donc le temps qui nous reste toujours. C'est peut-être pour ça que les marques, après, se sont intéressées à devenir des annonceurs payants pour arriver dans les films. Parce qu'ils se sont aperçus que dans tous les James Bond, le temps avait de l'importance, la montre avait de l'importance, et que les aficionados de James Bond commençaient à s'emparer de la montre. Absolument, et c'est-à-dire qu'à un moment donné, la montre de Bond n'était plus qu'une montre utilitaire, c'est devenu quand même un objet statutaire aussi, qui a franchement marqué les gens, et à partir donc de Vivre et laisser mourir, après au service... Alors, les diamants sont éternels, quand même, petite précision, il ne porte pas de montre, Sean Connery, c'est son grand retour. On esquisse l'idée qu'à un moment donné, dans l'ascenseur, il porte peut-être la gruenne parce qu'il regarde l'heure avant de se battre avec la personne dans l'ascenseur, médialement. Après, Vivre et laisser mourir, c'est une révolution, Roger Moore arrive, il apporte quelque chose de beau. Moi, j'adore Roger Moore. Ah, moi aussi, c'est notre génération. Il a la 5513, donc il a cette Rolex-là, et cette fois-ci, elle a 2 gadgets majeurs, c'est-à-dire qu'elle a une lunette, une scie circulaire qui lui sauve la vie, parce que précisons-le, les gens avant rigolaient un peu, ouais, les gadgets, c'est marrant, ah, c'est marrant. C'est quand il est attaché à la corde comme ça. Il est ça. attaché sur la nacelle, mais sauf que plusieurs fois, s'il n'avait pas ses montres, il serait décédé depuis longtemps. Donc les montres sont des montres-outils, sont des tool watch, sont peut-être un peu statutaires, mais ça lui sauve la vie. C'est pas pour frimer. Donc elle a ça, plus un pouvoir magnétique important qui lui permet notamment... à un moment, il attire un objet avec. Il attire un objet avant, c'est-à-dire c'est une pompe à air comprimé, une petite pompe à air comprimé qui va mettre en fait dans la bouche de Kananga, non pas pour respirer, pour faire exploser le type avec qui il se bat, son ennemi, le méchant dans le Bond. Et donc ça montre non seulement elle a permis avec le magnétisme d'aller chercher cette espèce de capsule bourrée d'oxygène compressé qui va mettre dans la bouche de son ennemi qui va exploser. Et la scie circulaire lui permettra de scier les cordes de la nacelle sur laquelle il est attaché avec Solitaire, sachant qu'il y a plein de requins en dessous et qu'on l'a blessé pour pouvoir saigner. Ah ben dis donc, mais j'avais pas vu que tu avais des boutons de manchette marqués 007. Ouais, j'étais obligé. J'étais obligé, en fait. Thomas, tu me feras un gros plan là-dessus parce que... Bon, vas-y, continue. C'est pour pas qu'on sache que je suis 008. Oui, je sais, je l'ai interrompu. Oh. Alors non, j'ai oublié Vivre et laisser mourir. Il y a aussi la fameuse Pulsar. La Pulsar LED, c'est-à-dire à diode rouge, qui était révolutionnaire, qui était une montre très chère à l'époque, une montre de cosmonaute qui valait $1 500 en 72. Mais c'était la mode. Et souviens-toi que ces montres-là, elles ont failli tuer l'industrie horlogère suisse. Ça veut dire que cette montre-là, en fin de compte, avait mis en péril la maison Rolex. Faut quand même pas oublier que c'est à ce moment-là que Rolex sort des Oyster Quartz. Voilà, c'est-à-dire à partir de 72-73, on entre dans ce qu'on appelle la révolution du quartz. Alors ça commence avec les diodes rouges, le cristaux liquide arrive, et c'est vrai, dans Vivre et laisser mourir, on a ce mélange de la nouvelle technologie du LED. Donc quand on voit ça, c'était fou, c'est la scène d'ouverture d'ailleurs. Il est au lit avec Caruso, l'espionne italienne. Il y a le Telex qui sort. Ah non, ça c'est plus tard avec la Seiko. Je suis nul. Non, la LED, il regarde l'heure, il est de mémoire 5h48. Il y a M qui vient chez lui, Moneypenny qui arrive pour lui amener sa Submariner qui a été réparée et gadgetisée. Et du coup, la révolution du quartz est là, et en même temps, on nous ramène quand même de la montre automatique pleine de gadgets. L'homme au pistolet d'or, il aura sa Submariner 5513, on la voit bien, il y a un plan important dessus, elle l'accompagne, on la voit tout le temps, mais elle ne fait rien de particulier cette fois-ci. Et c'est dans L'espion qui m'aimait, effectivement, que là, la révolution du quartz et du digital, du cristaux liquide, fait son entrée en révolution absolue. On est en 77. Là, il y a le premier vrai partenariat marketing, placement produit, de manière financière forte, entre Eon Productions, qui avait déjà en associé, effectivement, les artistes associés, parce que MGM, finalement, ce qui va devenir MGM, rachète 50% des parts de Eon, parce qu'Harry Saltzman avait fait faillite, l'associé de Broccoli, et à ce moment-là, ils font un partenariat de folie avec Seiko, et là, ils signent pour 5 films. Il y a eu 5 films avec Seiko. Avec Seiko, c'est-à-dire que marrant, on a l'impression qu'il n'y a que Rolex et Omega. Oui, mais c'est très important. Là, on est dans, justement, cette époque cruciale, 77-85. Roger Moore ne porte que des montres à cristaux liquides. Donc, dans L'homme au pistolet, dans L'espion qui met, il a effectivement la scène d'ouverture. Elle est magnifique, cette Seiko, avec les 2 boutons devant, cristaux liquides et le Telex qui sort. Le fameux Telex qui sort, dont tu parlais tout à l'heure. Et là, c'est prodigieux. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, ça, c'était plus impressionnant que la révolution de l'Apple Watch, qui n'a pas tant impressionné que ça. Elle fait des choses, mais les gens sont beaucoup plus blasés. À l'époque, on était sidérés. Et à l'époque, en 77, tout d'un coup, pour beaucoup de gens un petit peu audacieux, un petit peu à tendance, quittaient leur tank Cartier, leur Submariner, leur GMT. Pour porter du cristaux liquide. Pour porter une Seiko qui était quand même la qualité, puisque des années, 40 ans après, là, on est sur Moonraker. C'est celle-là. Voilà, donc là, on a quitté l'espion qui met, je parle de Moonraker en 79. Voilà la Seiko originelle
de Roger Moore dans Moonraker, c'est la Memory C'est ce Band Calendar. bracelet-là. C'est le bracelet du film, parce que le bracelet d'origine en série qui était vendu, c'est celui-ci. Mais celui-ci empêchait d'utiliser la charge explosive qui était à l'arrière. Donc du coup, ils ont mis ce bracelet, ce qui permet dans Moonraker, vous voyez, il l'ouvre là, et il a une espèce de serpentin, c'est un câble, avec où il va mettre une charge explosive au niveau de la porte de cette pièce gigantesque, et déclenche. sous les réacteurs d'un navette spatiale, et pour pas mourir, il déclenche cet explosif, la porte explose, et il s'en sort. Et donc il a ce bracelet. Donc voilà la version originelle, la Memory Band Calendar, vous voyez, elle est de 1979, et elle fonctionne toujours parfaitement, elle est parfaitement alors. Ensuite, dans Rien que pour vos yeux, toujours Seiko, on a plusieurs Seiko. Alors là, il y a déjà les prémices, on est en 81. En 81, il y a quand même le retour déjà, la notion de la montre à aiguille. À quartz, mais à aiguille. Le digital à sa place, Retour mais d'une petite élégance. petite élégance à aiguille. Et donc, du coup, il va porter... Il y avait les montres dual affichage. Donc, la montre affichage analogique à quartz et le petit écran digital en haut qui avait les fonctions. Et donc, il en porte une, dans Rien que pour vos yeux, qui est assez jolie. Vous allez avoir la photo aussi, bien évidemment. Et à la fin, quand il communique avec Margaret Thatcher, fin de la mission, on voit que sur l'écran à cristaux liquides en haut, en fin de compte, il a un affichage rouge qui est en fait sa connexion avec le quartier général du MI6, où il va La parler. première montre connectée. Connecté avec la voix, et il communique avec Margaret Thatcher. Et il a aussi une autre montre professionnelle de plongée Seiko, qui était une montre à quartz étanche à 600 mètres, très fonctionnelle, qui est une montre mythique sur bracelet caoutchouc. Cette version est un petit peu avec de l'or. Quand il va faire sa mission dans le bathyscaphe avec Carole Bouquet, Mélina Havelock, toute une scène extraordinaire sous la mer avec des vestiges de l'Antiquité. Et donc il a cette Seiko technique de plongée, mais qui est à aiguille quartz. Donc il y a déjà un peu le retour de la montre à aiguille. C'est à peu près tout pour Rien que pour vos yeux. Et là, après, on passe à Octopussy. Donc dans Octopussy, là, on est de retour à nouveau à fond dans le cristaux liquide. Et là, il y a deux montres à cristaux liquide de chez Seiko exceptionnelles. Il a une montre d'un design incroyable qui était les Sport 100, qui étaient donc étanches à 100 mètres, avec des designs très modernes, très futuristes. 35 ans après, c'est toujours très moderne, très futuriste. D'ailleurs, beaucoup de marques comme Casio s'en imprègnent et font des Casio hommages à James Bond. Seiko. Cette Seiko détecte notamment le fameux œuf de Fabergé, qui fait l'objet de magouilles avec Kemel Khan, qui est le méchant du film. Et donc Bond doit se rapprocher de l'œuf de Fabergé le plus possible. Et ça montre avec un détecteur qui est relié, avec un signal sur les petits écrans, voit où peut se rapprocher de l'œuf de Fabergé, un petit peu comme le compteur Gégère de conneries dans l'opération Tonnerre pour les missiles. Et il a aussi cette montre révolutionnaire, qui était la première montre télévision que Seiko avait conçue en 1982. Donc c'est un design qui ressemble beaucoup à l'Apple Watch. Petite précision quand même, celle-ci a un petit côté Apple Watch dans la forme déjà, et on est en conception 1978, qui sont finalement des formes classiques dans la modernité, et l'Apple Watch est classique dans sa modernité. Dans cette montre révolutionnaire, qui était la première montre télé en noir et blanc, mais pour que la télé puisse fonctionner, alors elle ne marchait qu'en système PAL, SECAM, PAL pour le Japon ou pour le marché américain. Donc si on l'achetait ici, on ne pouvait pas l'utiliser nous en Europe, ou peut-être chez les Anglais qui avaient des petits systèmes toujours un peu tordus avec leurs mesures. Mais fallait un tuner à côté, un gros tuner qu'on embarquait, qu'on reliait à la montre, et là on pouvait voir les chaînes de télé en noir et blanc, mais du cristaux liquide, et ça marchait très bien. Et celle de Bond dans Octopussy lui sert plutôt à être reliée à des caméras vidéo qui sont placées là où elles doivent être placées, pour que lui, sur sa montre, son écran, il y ait une vision du lieu où il doit se rendre, où là il se passe des choses importantes à gérer. C'est comme ça qu'il se retrouve avec Q dans un ballon dirigeable, où sur sa montre il voit ce que les caméras filment ailleurs pour justement mener à bien sa mission. Et cette montre a été incroyable. En fait, il y avait deux versions avec un design un tantinet différent. Il y avait un modèle pour le marché japonais et un modèle pour le marché américain, en fait. Donc c'est une montre au design extraordinaire, qui avait des fonctions de réveil, de chrono et tout, et de télévision. Mais en général, les gens la portaient, n'utilisaient pas la télé. Roger Moore a toujours eu du Seiko, lui. Alors, on est avec de la Rolex dans Vivre et laisser mourir et L'homme au pistolet d'or 73-74, avec la petite parenthèse quand même Pulsar, pour bien montrer que la montre à diode rouge, c'était révolutionnaire. On est en 73 à peine. Et quand on arrive dans les années 80, son dernier James Bond, donc en 85, alors là, il y a eu une évolution. Donc il y a vraiment le retour de la montre à aiguille, mais de la quartz aiguille, et toujours Seiko. On connaît dans la révolution du quartz aiguille, Quake Cross, cristaux liquide. Et en 85, il y a quand même déjà les prémices de ce retour vers la montre à aiguille, et aussi, on sent qu'on va revenir vers la montre automatique. Et dans Dangereusement Vôtre, il a la première montre à quartz, chronomètre à aiguille de Seiko, avec un fond blanc. Et Seiko avait mis à disposition
plusieurs montres. Alors, il porte notamment à la Tour Eiffel, il est en smoking. On aperçoit vraiment grâce à des arrêts sur image avec le DVD Blu-ray, quand il se bat contre Grace Jones dans les escaliers de la Tour Eiffel, il a la H558, c'est-à-dire la plongée aiguille quartz avec un petit écran digital, qu'en fait, c'est Arnold Schwarzenegger qui l'avait rendu célébrissime. Il l'a porté lui tout le temps dans sa vie de sportif, dans Commando et dans Predator. Alors moi, j'ai la version, l'édition d'il y a 2 ans, c'est-à-dire que Seiko a réédité cette montre avec les mêmes fonctions, je dirais, les mêmes forces et même les mêmes faiblesses, au sens que les améliorations des fonctions, ils n'ont pas voulu les faire pour rester fidèles à la tradition. La seule chose, c'est qu'elle est solaire, donc elle a elle a 10 ans, 15 ans, elle se recharge à la lumière, c'est exceptionnel. Mais Seiko a eu je dirais, l'amabilité, puisque eux aussi ils sont dans l'hommage, en refaisant des montres d'avant, de rendre hommage finalement à cette montre qui était la Schwarzenegger, mais qui, peu de gens le savent, était la Roger Moore. Et à un moment donné dans le film, il y a des scènes vers la fin du film à San Francisco, où lui-même Roger Moore, qui adorait l'eau, était en plongée dans des scènes très violentes, avec des broyeuses, etc. Et il porte cette montre au poignet sur sa combinaison de plongée. Et troisième montre qu'il avait dans le film, il était censé porter une autre Seiko mise à disposition, c'est-à-dire une Seiko inspirée de Rolex, or et acier, aiguille, fond champagne. Donc la Rolex classique. La Rolex classique, mais en fait, j'ai fait des recherches. Roger Moore, est-ce qu'il l'a fait exprès ou pas, ou quoi qu'est-ce, portait tout simplement sa propre Rolex à lui, vert plexi, chiffre romain, fond champagne, bracelet jubilé. C'était sa Rolex à lui, au lieu de cette troisième Seiko qui était à disposition, qu'il aurait pu porter. Je crois que tu as eu la chance de rencontrer Roger Moore et ça a été une rencontre qui t'a marqué. Oui, parce que c'était l'idole de ma jeunesse, mais quand je l'ai rencontré à 2 reprises, on a parlé de montres, on était seuls à Paris, au St. James Club, et il m'a raconté que à l'époque, on parlait de placement pour produit, que Rolex, il avait dû s'acheter sa Rolex lui-même, sa Submariner lui-même, qui n'avait pas de cadeau ni rien, et comme Roger Moore était quand même quelqu'un, il avait de l'humour, mais il était matérialiste, et il avait trouvé ça un peu... ça lui avait pas plu. Alors Frédéric, tu m'as dit qu'à un moment, Roger Moore portait sa propre Tissot. Oui, alors dans Vivre et laisser mourir, je ne sais pas si c'est une faute de script ou si c'était voulu, et c'est très bizarre, par rapport à la Submariner, on voit qu'il a sa propre Tissot, l'ancêtre de la PRX. De la PRX, vous allez voir les photos, qui ressemble un peu à une Seastar, mais c'est pas le modèle Seastar. Et c'était vraiment sa montre personnelle. On la voit à son poignet lors de la conférence de presse au Dorchester, où on le présente comme le nouveau James Bond, donc c'est la sienne. Et il la porte pendant le film. Petite anecdote aussi sur Vivre et laisser mourir que j'ai oublié tout à l'heure. Lorsqu'il se porte acquéreur de sa propre Submariner à lui, qu'il achète, on lui a pas donné, ce n'est pas la 5513 sans date, c'est la 1680 avec date. On voit la bulle et il y a une photo où il regarde l'heure et c'est sa propre 1680. Il a préféré, lui, avoir la date, il trouvait ça plus pratique. Ah oui, j'ai oublié, dans L'Homme au pistolet d'or à nouveau en 74, il y a un ou deux plans maximum lorsqu'il est dans cette scène de combat de boxe taille avec Maud Adams à côté de lui, il y a un plan, il attrape le Solix agitateur et on voit bien par la tranche de profil que ce n'est pas la 5513 fournie par Rolex, c'est la 1680, parce qu'on voit le cyclope personnel de Roger Moore. Est-ce fait exprès ou pas? Je n'en sais rien. Je pense que l'histoire ne le dit pas. L'histoire ne le dit pas, mais c'est qu'ils se sont dit c'est la même, voilà, et qu'on voit quasiment rien. Mais après que les arrêts sur image, on voit. Mais c'était la montre perso de Roger Moore. C'est des anecdotes, mais très importantes, puisqu'après sur Moonraker, il porte souvent, quand il enlève ses Seiko, porte souvent sa Rolex en dehors. C'est Rolex. Alors il avait aussi une GMT Master 1675 qu'il adorait. Et après c'est Timothy Dalton qui Alors devient Timothy Dalton succède à Roger Moore en 87 avec un James Bond traditionnel qui s'appelle Tuer n'est pas joué. On est encore dans la tradition Est-Ouest, c'est pas encore dans la guerre froide, il n'y a pas eu le mur de Berlin. Et là, il porte pas de montre, juste une. Fugitivement, on s'en aperçoit quand on fait les arrêts sur image. Il porte une Tiger Air, fond blanc. Donc James Bond a porté plein de marques de montres. Pas mal en fait, pas mal du tout. Et c'était une bonne chose de rendre hommage à Tag comme ça. C'est fugitif, c'est lorsqu'il tombe, il se bat dans une voiture qui tombe dans l'eau d'une falaise. Et lui, il s'en sort en parachute, voilà. Et après, dans License to Kill, Permis de tuer en 89. Là, il y a un retour de Rolex assez discret. Il n'y a pas de gros plan sur la montre, mais on le voit bien sur le poignet. Il a la fameuse 16610. Donc, ça a été la première évolution de la Rolex Submariner. Glace saphir, index cerclé, non peint. Donc, c'était la première modernisation de cette montre. Et il la porte bien. Elle lui va. Et je pense que c'était peut-être sa perso, parce que dans la vie de tous les jours, après, Timothy Dalton portait cette 7610 Submariner date. Et après après, Brosnan, 6 ans plus tard. Donc c'est l'ère Omega. GoldenEye. Donc là, à partir effectivement
j'arrête. On avait prévu de faire une émission sur James Bond, mais le mec est tellement passionnant qu'on va faire 2 épisodes. Donc voilà, on a fait l'épisode 1, et Frédéric, on va continuer à tourner, et maintenant on va faire l'épisode 2. Donc vous aurez 2 épisodes. Donc comme c'est un épisode à suite, inutile de préciser que les montres de James Bond, quand elles sont arrêtées, donnent l'heure exacte 2 fois par jour. Maintenant, Frédéric, on va prendre un verre d'eau, un petit café, et on revient ici dans 5 minutes. On est toujours dans la boutique Jean Lassossoir rue de Rennes, qui nous a fait l'honneur et l'avantage et le privilège de nous prêter sa boutique pour faire cette émission sur James Bond, et nous allons faire l'épisode 2. Ok ? Petite vodka martini secoué non agité. Ah, Shaken but not stirred. bonne idée. À tout à l'heure.